Il est 19h, l'heure de votre rendez-vous d'information en Bretagne. Au sommaire de cette édition, la situation des hôpitaux après un été particulièrement compliqué. Plusieurs services d'urgence avaient fermé en pleine période estivale par manque de personnel. L'Agence régionale de santé tire un bilan plutôt rassurant, mais pour les soignants, le quotidien reste très compliqué. Coup d'envoi officiel de la 12e édition de la Route du Rhum. À un mois et demi du départ, le 6 novembre prochain à Saint-Malo, les skippers étaient présentés aujourd'hui à Paris. Ils seront 138 à disputer cette transatlantique en solitaire qui a lieu tous les 4 ans. Nous verrons les chiffres clés de cette course de légende extrêmement populaire. Enfin, nous évoquerons la 44e édition des Transmusicales de Rennes, dont une partie de la programmation a été dévoilée. Le directeur artistique du festival, Jean-Louis Brossard, est l'invité de ce journal. Il nous livrera ses coups de cœur. À la veille d'une journée de mobilisation nationale pour davantage de moyens humains et matériels dans les établissements de santé, l'Agence régionale de santé a dressé le bilan de la saison estivale, en particulier dans les services d'urgence. Pour les soignants, les problèmes sont loin d'être réglés en cette rentrée. Reportage de Mélodie Stevenson et Brice Gouronec. Martin veut garder son anonymat. Infirmier depuis 10 ans au centre hospitalier Pontchaillou, il décrit des conditions de travail éprouvantes. En cause, des horaires de nuit et le manque de personnel soignant. Visiblement, un problème technique nous empêche de vous dévoiler la suite de ce reportage. On va passer donc à la suite. C'est l'un des événements les plus populaires dans la région, la Route du Rhum, course à la voile transatlantique en solitaire qui se déroule tous les 4 ans entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Départ le 6 novembre prochain, dans environ un mois et demi donc. Mais la photo de groupe est déjà officielle. Les marins avaient rendez-vous aujourd'hui au théâtre Mogador à Paris. Parmi les 138 inscrits, des skippers professionnels évidemment, mais aussi des amateurs. Reportage de Valérie Chopin et Christophe Rousseau. Changement de décor pour les skippers de la Route du Rhum. À l'image du jeune brestois Kieran Le Borgne, on vient aujourd'hui du bout du monde pour s'adonner à un sport un peu particulier. Signer, prendre la pause. Je vais juste me permettre de tout petit peu. Une grande première pour le navigateur de 24 ans qui n'a pour l'instant qu'une transatlantique à son actif. Ouais, c'est vraiment plaisant pour moi d'arriver à ce niveau-là et d'être parmi tout cela. Après, je les connais quelques-uns, j'en connais la plupart, j'ai déjà côtoyé. Donc, moi, je ne suis pas intimidé, j'ai plus hâte d'arriver à leur niveau et puis de pouvoir faire des aussi belles choses, quoi. Francis Joyon est le vainqueur de cette 11e édition. De belles choses comme lors de la dernière édition, quand Francis Joyon et François Gabard ont régaté jusque sur la ligne d'arrivée. Il y a 4 ans, l'aîné l'avait emporté en bouclant sa traversée en 7 jours, 14 heures et 7 petites minutes d'avance sur son poursuivant. Fallait-il, après un tel exploit, repartir pour une 8e édition ? Je me suis demandé aussi à un moment, et puis je me suis dit que c'était quand même une belle course, que c'était une course qu'on pouvait pas, qui est vraiment incontournable, qu'on fait des multicoques. Je renonce pas à tout espoir de gagner. Il faut pas exclure le fait que la seule manière d'être sûr de ne pas gagner une course, c'est de ne pas y participer. Donc je garde l'espoir, même si le pourcentage de chance a peut-être un petit peu diminué par rapport à la dernière fois. Parmi les 138 skippers engagés cette année, 7 femmes seulement, dont la députée européenne et ancienne journaliste Catherine Chabot, la première femme à avoir bouclé son Vendée Globe en 1997. 25 ans plus tard, elle vise 2 objectifs. Déjà, il faut que j'aille au bout, parce que j'ai couru la Route du Rhum en 98 et j'ai dû abandonner j'ai pas réussi à faire le tour de la Guadeloupe puisque j'ai abandonné avant. Donc déjà finir, mais j'ai aussi une ambition, c'est un défi pour l'océan que je me lance parce qu'au Parlement européen, je suis engagée depuis 3 ans à essayer de tourner l'Europe vers la mer et c'est pas facile de faire comprendre à tous nos concitoyens européens que la mer c'est important, il y a vraiment beaucoup d'enjeux. 1, 2, 3. Après la scène du théâtre Mogador à Paris, c'est dans les bassins malouins que tous ces navigateurs se retrouveront à partir du 25 octobre pour l'ouverture du village de la 12e édition de la Route du Rhum. Et la Route du Rhum, c'est aussi des chiffres à donner le tournis. On va en décrypter quelques-uns avec vous, Romuald Bonan. Et tout d'abord, la distance à parcourir.
Alors si vous voulez, on commence par 6562, effectivement le nombre de kilomètres à parcourir entre la Bretagne et la Guadeloupe. C'est l'équivalent d'un aller-retour Brest-Moscou, une course océanique en solitaire qui a une particularité. En fait, elle mêle grosses écuries et amateurs passionnés. Mais là, c'est aussi un seul point commun, car côté bateau, c'est plutôt David contre Goliath. Les plus petits voiliers monocoques font environ 12 mètres, quand les plus gros, des trimarans qu'on appelle les ultimes, eux, mesurent entre 24 et 32 mètres. Des concurrents qui ont dû payer leur inscription. Là aussi, les fourchettes sont importantes. 8 000 € pour les petits poussets et environ 100 000 € pour les ultimes. La route du Rhum, c'est aussi colossal en termes de popularité et de retombées économiques. Oui, vous l'avez dit, c'est un des événements les plus populaires. Les organisateurs attendent environ 1 500 000 personnes, la plupart sur le littoral le jour du départ. Il y aura aussi sur l'eau 10 000 passagers payants entre 400 et 700 € la place en fonction des navires comme le Pont-Aven de la Brittany Ferries ou encore les bateaux traditionnels ou les vedettes rapides. Pour les professionnels du tourisme, c'est une aubaine, l'équivalent d'un gros week-end du 15 août. Environ 22 000 nuitées par jour avec des prix parfois multipliés par 3 et les disponibilités sont quasi épuisées. Une aubaine aussi, vous l'avez dit, pour les grandes marques qui s'affichent, l'équivalent de 114 millions € en retombées médiatiques. Des chiffres, oui, qui donnent le tournis. Dernier chiffre, justement, c'est le temps de traverser depuis les débuts. En 1978, il a été divisé par 3. La course de fond est devenue un sprint. Record à battre désormais. 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes pour être précis. C'est le record absolu réalisé il y a 4 ans par Francis Joyon. À 66 ans, il sera à nouveau au départ de la 12e édition de la Route du Rhum. Départ, donc on le rappelle, le 6 novembre et une arrivée prévue le 12 novembre, peut-être même un petit peu avant. Merci beaucoup Romuald et on suivra bien sûr largement cette 12e édition de la Route du Rhum sur notre antenne, notre site internet et nos réseaux sociaux tout au long des prochaines semaines. Direction maintenant la Pointe du Gouin, l'un des endroits très prisés pour assister notamment au départ de la Route du Rhum. Mais cette année, ce ne sera possible qu'en partie car le site est encore en chantier. On fait le point sur les travaux d'aménagement avec Benoît Levaillant et Quentin César. Chaque année, 600 000 visiteurs arpentent les sentiers de la Pointe du Gouin. Oui, mais cet espace naturel reste fragile, alors des travaux de réaménagement ont débuté. À partir de 2024, il faudra se garer plus loin et pour certains, payer, ça plaît ou pas. Moi, je pense qu'il faut en effet des endroits où on peut se garer facilement et sans gêner l'environnement, pas se garer n'importe comment non plus. Partout, de plus en plus, le long des bords de mer, on se retrouve avec des trucs payants à 10-15 €, alors que quand on investit dans un camping-car, c'est quand même un capital. S'il faut payer, ça n'a plus aucun intérêt. Pour le département, gestionnaire du site, il reste un peu de pédagogie à faire pour justifier ce chantier à 4,5 millions d'euros. L'objet premier est bien de reculer des parkings pour les mettre à l'entrée du site, au niveau de cette zone de rond-point qui sera l'entrée du parking. Sur votre droite, il y aura un parking camping-car et des parkings dédiés aux véhicules légers pour les voitures. L'idée, c'est que les visiteurs, qui ne restent en moyenne qu'une demi-heure sur le site, profitent des lieux plus longtemps et sans piétiner la flore locale. Les promeneurs découvriront une vue à 270 degrés depuis ce petit espace qui deviendra une terrasse boisée. Là, on est derrière le sémaphore, donc vraiment côté Pointe du Gouin. Et ça nous permettra en tout cas de présenter au public tant la baie du Mont-Saint-Michel, qui est très connue par le public, mais également la côte d'Émeraude, qui est quand même un peu moins vue par le grand public qui ne fréquente pas le GR34. Les travaux vont encore durer 2 ans. Les commerçants devront s'en accommoder, mais ils l'admettent, quand les pelleteuses auront disparu, ça devrait valoir le coup. Tout le monde pourra alors mieux profiter des points de vue exceptionnels qu'offre la Pointe du Gouin. On va revenir à la situation dans les hôpitaux après un été particulièrement compliqué. L'ARS, l'Agence régionale de santé, dressait aujourd'hui un bilan de la saison estivale. Martin veut garder son anonymat. Infirmier depuis 10 ans au centre hospitalier Pontchaillou, il décrit des conditions de travail éprouvantes. En cause, des horaires de nuit et le manque de personnel soignant. On a quand même des gens qui sont en burn-out depuis longtemps, on a des gens qui fatiguent et il va falloir qu'on trouve des solutions pour pouvoir un peu soulager, qu'on travaille dans des bonnes conditions.
Plus habitué à venir en aide qu'à appeler au secours. Cet infirmier a tenu le coup cet été, mais il appréhende déjà l'hiver. Les équipes sont épuisées, les gens sont un peu à bout et là l'hiver va être compliqué parce que l'été a été un été qui a été lourd. Il y a énormément de fermetures d'hôpitaux périphériques. On a été un bon moment le seul service d'urgence ouvert 24 heures sur 24. Donc oui, c'est compliqué. Ouais. Un discours nuancé par l'Agence régionale de santé. Pour elle, tout s'est bien passé. L'ensemble des professionnels de santé, nous avons des tensions, donc elles ne sont pas finies avec l'été qui s'est globalement bien passé. On a devant nous tous les jours des signaux aussi de vigilance ou de difficulté par rapport au mois à venir. Le SAMU, quant à lui, réclame la poursuite de la régulation des urgences pour fluidifier l'accueil des patients. On a réussi à trouver des organisations pour passer cette étape avec de nombreuses fermetures et une réorientation des patients. Ça a été difficile. Les paroles que l'on entend de nos tutelles où il y aurait une acceptation sociétale à la fermeture des services d'urgence, sous-entendu, vous l'avez fait cet été, vous pouvez le faire encore plus dans l'avenir. Non, c'est pas acceptable. Les professionnels de santé sont en alerte. La semaine dernière, l'ARS enregistrait 348 cas par semaine pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 62%. La transition énergétique sur les îles du Finistère. Les maires de Ouessant, Saint et Molène se sont réunis hier pour tenter de faire avancer le dossier des énergies renouvelables. Principal enjeu, trouver des alternatives au fioul. Les explications de Julien Lebotte et Stéphane Sauvillier. Il brille au soleil en ces belles journées de fin d'été. Les panneaux photovoltaïques sont la principale énergie renouvelable actuellement ici à Saint, mais aussi à Molène et Ouessant. Les trois îles ont un point commun, elles ne sont pas connectées au réseau électrique national. Et leur énergie provient très largement jusqu'ici d'une centrale au fioul. Vous voyez les arrivées de chacun des trois groupes et ensuite les batteries qui arrivent également ici. Et d'ici, vous avez un câble qui part vers le bourg. Pour alimenter l'ensemble des cédants aujourd'hui, les installations photovoltaïques sur l'île permettent de couvrir environ 12% des besoins et les 88% restants sont assurés par la centrale thermique, principalement en hiver, un peu moins dans les périodes de plus forte production photovoltaïque. Plusieurs projets d'énergie décarbonée sont en cours sur les trois îles pour faire décoller le pourcentage du renouvelable. Par exemple, à Saint, EDF et la mairie vont lancer l'année prochaine les travaux d'une éolienne. Mais ils vont commencer l'année prochaine, une mise en service en 2024. Donc effectivement, juste derrière nous, vous voyez la corne à brume du Gever. Et sur la gauche, donc c'est la déchetterie. Donc en fait, c'est le seul endroit qui n'est pas classé ou inscrit à l'île de Saint. Zone classée. Ces contraintes administratives empêchent pour l'instant le développement d'une éolienne à Ouessant. Mais pas de quoi décourager son maire. Si je prends l'exemple de Ouessant, moi je ne me focalise pas sur la question éolienne. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à faire cette transition entre le fioul et une autonomie énergétique en énergie renouvelable. On a tout ce qu'il faut, on a du soleil, on a du vent, on a l'eau. On ne comprendrait pas qu'on ne réussisse pas à le faire. Ouessant peut d'ailleurs compter sur l'hydrolienne d'Edis de Sabella qui a commencé à produire de l'électricité. Mais l'objectif affiché des trois îles finistériennes de se passer de fioul en 2030 paraît encore bien théorique. Écologie toujours, un data center traditionnellement, c'est un énorme bâtiment de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés qui abrite des quantités astronomiques de données informatiques très énergivores en électricité et en eau. Mais une start-up lorientaise vient de lancer à Lanester un nouveau concept, un data center à taille humaine qui réchauffe moins la planète. Stéphanie Zad et Stéphanie Labrousse. Depuis le 1er septembre, on peut héberger les données de son entreprise dans ce data center d'un nouveau genre. La start-up Stratosphère a imaginé ce nouveau concept, un espace restreint, des locaux à l'ombre, pas de raccordement au réseau d'eau potable et des panneaux solaires pour produire de l'énergie à moindre coût. Nous avons souhaité faire un data center qui est vraiment à taille humaine, déjà pour qu'il puisse s'intégrer au cœur des territoires, pour rapprocher le data center aussi du consommateur final, mais aussi pour garantir son utilisation, son alimentation verte, puisque ce ne serait pas possible avec un plus gros volume de baies informatiques par exemple. Autre innovation, le refroidissement des serveurs se fait par l'air ambiant. La climatisation n'est qu'une sécurité en cas de forte chaleur.
Quand on va fonctionner au-dessus de 24 degrés à l'intérieur du data center, en l'occurrence, là on va mettre en route la climatisation. Mais l'objectif final, c'est qu'on aura utilisé l'air, pas la climatisation. Du coup, c'est au moins 50% d'énergie économisée en fait sur la partie climatisation. Stratosphère a séduit la CCI du Morbihan qui a dans ses projets d'accompagner les entreprises locales dans leur quête de sobriété énergétique. Il y a un coût important qui va arriver maintenant dans les comptes de résultats des entreprises pour l'énergie et il faut absolument qu'on les accompagne sur la sobriété et les transitions énergétiques. Et le concept commence à séduire. Des projets d'implantation de ces data centers moins énergivores sont à l'étude dans des villes comme Angers ou Pontivy. On passe à l'actualité culturelle. Une partie de la programmation des Transmusicales de Rennes a été dévoilée. La personne la plus appropriée pour nous en parler, c'est évidemment son directeur artistique. Bonsoir Jean-Louis Brossard. Alors pour cette 44e édition qui se tiendra du 7 au 11 décembre prochain, toujours une forte ouverture à l'international, des artistes de la région et des nouveautés de tous horizons. Parmi vos coups de cœur, un collectif musical baptisé Astéréotypie avec des jeunes autistes. Oui, des jeunes autistes. Donc on travaille avec des musiciens d'un groupe qui s'appelle Moriarty. Voilà, ils ont fait un superbe album. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Alors il y a un morceau qui plaira bien à nos amis bretons aussi, qui s'appelle Du vélo à Saint-Malo et du kayak à Saint-Briac. Voilà, mais bon, on a choisi un clip qui dit beaucoup de choses aussi. On va écouter un extrait d'Astéréotypie. Nicolas, mon mono de ski à la plane ressemble à Hayden Christensen. Je crois qu'il est célibataire, mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je ne l'oublierai jamais. Aucun mec ne ressemble à moi, c'est comme un homme. La vie réelle est agaçante. Jean-Louis Brossard, parmi les artistes venus de loin, il y a le groupe Nana Benz du Togo, dont ce sera le premier concert en Europe. Oui, donc c'est un groupe qui n'existe pas depuis très très longtemps et qui est produit par Peter Solo, qui est le chanteur et leader d'un groupe qui a joué au trans, qui s'appelle Vodou Game, donc qui est un groupe togolais. Et donc ce sont 3 chanteuses et puis il y a 2 musiciens qui sont plutôt percussionnistes, donc et qui utilisent des plastiques et de la ferraille pour créer ces instruments. Ouais. Des instruments donc à partir de matières recyclées, peut-on dire? On écoute là encore un extrait. Ça donne envie de danser et ça dansera peut-être en prison le jeudi 8 décembre. Tout à fait, donc elles joueront donc en prison. Ça fait très très longtemps qu'on organise des concerts là-bas, donc chez les hommes, chez les femmes. Chez les femmes, ça fait assez longtemps qu'on n'est pas retourné malheureusement, mais beaucoup chez les hommes. Donc voilà, ça va être une bonne énergie. Voilà, c'est un voyage aussi qu'on propose. Puis il y a toujours une rencontre après avec les prisonniers et les artistes. Un beau moment de partage. Absolument. Autre style venu d'ailleurs avec Cowboy Kex, mais rien à voir avec le Far West américain. On écoute. Jean-Louis Brossard, quelques mots sur ce groupe. Oui, donc ça c'est un groupe que j'ai découvert sur un festival à Brighton, ça s'appelle Great Escape. Alors donc j'avais déjà écouté avant et j'avais très envie de le voir. Ils sont accompagnés par 3 autres musiciens, donc ils viennent des îles Féroé. Et j'aime beaucoup cette chanson et ce clip d'ailleurs, qui n'a pas dû coûter bien cher parce qu'on les voit poser comme si c'était une séance de photos, donc c'est assez drôle. Voilà. C'est assez planant en tout cas. Oui, c'est un côté un peu country, bien que pas sûr non plus. Moi, ça me fait penser souvent aux Everly Brothers et un petit peu à Simon Garfunkel. Voilà, alors là, il vous reste une trentaine d'artistes à trouver pour compléter la programmation.
Comment on choisit parmi toute l'offre musicale actuelle? C'est-à-dire que c'est toujours un choix. Donc on découvre, on va sur des festivals, on écoute beaucoup de musique, on en reçoit beaucoup. Voilà. Et puis après, c'est le coup de cœur qui se passe sur un son qu'on n'a pas entendu, sur une présence. Puis j'aime bien faire venir des artistes d'assez loin, de pays assez improbables des fois. Ouais. Et puis, on a aussi la chance de vivre en Bretagne où il y a une scène forte, particulièrement à Rennes. Donc, je ne sais pas, cette année, il y aura 7 ou 8, peut-être plus d'artistes rennais d'ailleurs sur le festival. Vous avez une envie d'un pays comme ça que vous aimeriez porter sur la scène rennaise? On en a fait beaucoup. Moi, mon rêve, c'est vraiment d'avoir fait des artistes de tous les pays du monde. Et je n'ai pas fait la Corée du Nord. Voilà. La Chine, oui, la Corée, la Russie, l'Ukraine, oui, mais pas la Corée du Nord. C'est noté. Voilà. Merci Jean-Louis Brossard d'avoir été Claire. avec nous sur ce plateau. Après la musique, le cinéma avec la sortie ce mercredi du film Libre Garance, présenté au dernier festival de Cannes. Si le scénario se déroule dans les Cévennes, la réalisatrice Lisa Diaz ainsi que la jeune comédienne qui tient le rôle principal sont douarnenistes. Florence Malézieux et Valérian Morzadek les ont rencontrés. Lisa Diaz, bien connue pour ses courts-métrages, innove avec un premier long-métrage, un film sur les doutes et les utopies d'un couple qui a choisi une vie alternative au vert avec leurs enfants. Un braquage va bousculer leur quotidien. Pas des copains de vos parents, ça. Des gauchistes. Allez, venez, on rentre. Mais non, mais pourquoi? Je prends le film précisément à un moment de crise qui est ce tournant des années 80, de 82, où on se dit qu'après tout ce qu'on a espéré, peut-être que ça ne va pas se concrétiser. Et comment on fait quand nos idéaux politiques se prennent un mur? Donc c'est pour ça aussi que c'est pas de la désillusion, c'est comment on fait. Le film s'articule autour de Garance qui s'interroge sur les idéaux de ses parents et va trouver son propre chemin. Un conte initiatique, Azou interprète ce rôle principal. Elle vit à Douarnenez et a été choisie parmi une centaine de candidates, une fierté pour elle. C'est bien parce que on habite quand même tous à Douarnenez et du coup ça fait un peu de... Comme ça, les gens vont connaître Douarnenez, quoi. Il y a 5 ans, la réalisatrice a élu domicile dans la ville des Pennes-Sardines. Et tout naturellement, elle a choisi des acteurs et des techniciens douarnenistes. Et a même monté le film dans le fameux pôle audiovisuel de la ville. Je venais un peu chaque été pour le festival. Et c'est une ville qui m'a ébloui, que je trouvais super. Et effectivement, je me suis dit, c'est aussi un endroit où je peux m'installer en sachant qu'il y a toute cette dynamique autour du cinéma. J'arrive pas n'importe où. J'arrive dans un endroit où je peux faire des projets avec des gens, partager, discuter de nos films. Premier bon point, le film a été sélectionné à Cannes Junior en mai dernier. Un bon début. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec le Journal National. Très belle soirée à toutes et à toutes. À demain, midi.